Déjà, merci beaucoup pour votre intervention qui était particulièrement claire et très concise. J'aurais une première question sur les énergies renouvelables. Vous nous avez parlé des biocarburants, des énergies éoliennes. Est-ce qu'il y aurait de meilleures solutions en termes d'énergie renouvelable sur lesquelles miser à l'avenir? Je vais forcer l'avantage avec mon analogie avec la médecine. Je pense que c'est une question de régime alimentaire qui est posée. Donc il n'y a pas que l'alimentation, il y a ce qu'on en fait. Le gros de la question, c'est arriver, c'est bien pour ça on arrive à parler de sobriété, c'est réduire les usages. Pourquoi? Les énergies fossiles, ce sont les énergies faciles, elles nous ont habitués à un régime surprotéiné, qui est problématique. Euh, Pourquoi est-ce que les énergies fossiles sont aussi dominantes? C'est parce que c'est ce qu'on avait de plus commode sous la main et de plus généreux sous la main. Toutes les alternatives techniques aux énergies fossiles pour produire de l'énergie, que ce soit des renouvelables ou du nucléaire, ont ceci en commun vis-à-vis des énergies fossiles, c'est qu'elles sont plus compliquées. Plus compliquées, plus chères à mobiliser. On le comprend bien. Une centrale nucléaire, un champ d'éoliennes, ça a des défauts que n'a pas le pétrole. Le pétrole, un baril de pétrole, vous le mettez dans le coin de cette pièce, vous revenez dans un siècle, avec un briquet, vous pouvez mobiliser cette énergie. L'électricité ne se stocke pas. Déjà, premier problème, l'électricité ne se stocke pas. Il faut utiliser des procédés électrochimiques, type batterie, pour la stocker, ou des barrages, etc. Donc, première très très grosse contrainte. Les énergies fossiles cumulent la fonction de stock et de flux, ce qui n'est pas le cas pour l'électricité. Ensuite, eh bien, une centrale nucléaire, bon, voilà, il suffit d'avoir abordé un tout petit peu ce que c'est que la physique nucléaire pour comprendre que c'est un peu compliqué, techniquement. Et puis, les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques, c'est au nouveau techniquement assez subtil. Il y a un autre problème, c'est que il n'y a pas tout le temps du soleil et il n'y a pas tout le temps du vent. Donc le système derrière de production énergétique, eh bien, il va être compliqué. Voilà, il faut trouver comment faire en sorte de pallier l'absence de vent, de pallier l'absence de soleil. Et toutes ces énergies-là, c'est très difficile, d'un point de vue industriel, d'imaginer leur faire jouer jeu égal avec les énergies fossiles. Avoir suffisamment de centrales nucléaires, avoir suffisamment de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut arriver à combiner un régime alimentaire et un mode de vie adapté à ce régime alimentaire. Vous voyez on est, en tant que société, je ne sais pas s'il faut dire qu'on est obèse, ou qu'on a les habitudes d'un fumeur qui fumerait 10 paquets par jour et qui se dirait tout va bien, mais c'est quelque chose comme ça, et il faut comprendre que sortir des énergies fossiles, ça implique, d'un point de vue technique, de faire avec moins. De faire aussi bien si possible, avec moins. Aussi bien, ça veut dire, en tant que société, arriver à jouir du progrès sans nulle autre entrave que celle imposée par des limites physico-techniques. Voilà. Donc ça veut dire, comment est-ce qu'on fait en sorte... La question est beaucoup moins... Ce que je veux dire pour répondre à votre question, c'est... La question est beaucoup moins celle du régime alimentaire, du mix énergétique, que celle des usages derrière. Si on se déplace de façon un peu différente, si on mange un peu différemment, si on consomme un peu différemment, on fait baisser considérablement la quantité de calories qu'on doit apporter tous les jours à l'organisme. Eh bien ça facilite considérablement la tâche parce que il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a pas de repas gratuit. Mettre beaucoup d'éoliennes, avoir beaucoup de centrales nucléaires, ça compose des problèmes. Et plus, voilà, pour prendre une analogie encore avec la médecine, sola dosis facit venenum, c'est la dose qui fait le poison. Je crois que c'est Galien qui a dit ça. C'est la dose qui fait le poison. Vous voyez? C'est ça. C'est ça, en fait. Donc, il n'y a pas un bon ou un mauvais mix énergétique, à partir du moment où la production énergétique est décarbonée. Après, beaucoup d'éoliennes, ça veut dire des impacts environnementaux, sur le foncier, même sur les paysages. Ça veut dire des besoins de stockage de l'énergie lorsqu'il n'y a pas de vent. Pareil pour les panneaux photovoltaïques. On est en train de se demander, compte tenu des usages, parce qu'on ne réfléchit pas assez à la sobriété, s'il ne va pas falloir mettre des panneaux photovoltaïques massivement au-dessus des prairies. Bon, est-ce qu'on a envie de ça? Vous voyez, le nucléaire, nous, au Shift Project, on est pro-nucléaire, mais dans une société raisonnable.
Et il y a plein de raisons d'être anti-nucléaire, moi que je respecte profondément. Vous voyez, il n'y a pas de repas gratuit. Il n'y a il n'y a pas de panacée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des solutions techniques et il faut comprendre à quoi elles servent d'un point de vue salubre pour la société. Voilà. Ok. Vous avez déjà du coup répondu un peu à ma deuxième question dans votre réponse, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'on peut seulement miser sur le nucléaire à l'avenir, et notamment pour les gens mieux renseignés sur la fusion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement? Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous, on pense au Shift Project, on pense que le nucléaire est pour une société raisonnablement transparente et raisonnablement raisonnable, est une énergie dont on a besoin. En tout cas, à contrario, il est beaucoup plus difficile d'espérer réussir cette opération à cœur ouvert en faisant une croix sur le nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire, c'est une source d'énergie intensive qui permet de générer d'envoyer beaucoup d'électrons dans le système sanguin. Beaucoup. Alors après, beaucoup, ça veut dire quoi? On voit très bien que c'est une industrie qui est en difficulté aujourd'hui pour créer de nouvelles centrales. Il est difficile d'imaginer que le nucléaire puisse épuiser à lui tout seul le sujet. Aujourd'hui, on pense, nous, au Shift, qu'il faut à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables, pour des raisons industrielles. C'est très compliqué d'imaginer avoir un développement de la production nucléaire suffisamment important pour répondre à tous les besoins, y compris en intégrant une dose assez massive de sobriété. Après, les alternatives. Alors la fusion, je ne sais pas si on l'a, et les meilleurs physiciens, notamment ceux qui nous conseillent au Shift, doutent que ça soit un jour maîtrisable. Il y a une autre voie qu'on s'est fermée en France, mais qui est explorée par d'autres pays, qui est celle donc toujours de la fission de l'uranium, mais des réacteurs à neutrons rapides, ce qu'on appelait en France le superphénix. Ça, c'est intéressant, mais c'est des solutions qui sont à l'échelle, non pas d'une génération, de ce que je disais dans la présentation, mais de 2 générations. Ensuite, parce que c'est des filières industrielles à développer, c'est une technologie qui est connue, qui est même connue depuis longtemps, et qui a un avantage très intéressant, elle permet d'aller chercher les isotopes de l'uranium qui sont inertes, qui ne sont pas inertes, mais qui sont pas fissiles, qu'on ne sait pas utiliser pour générer de l'électricité. Ça permet en fait de démultiplier le stock d'uranium fissile, et donc susceptible de générer de l'électricité. Donc ça, c'est une filière qui est intéressante, mais encore une fois, c'est pas une solution là pour le problème qu'on a maintenant, qui est immédiat en fait. Pourquoi? Parce qu'on a perdu beaucoup de temps en fait, et on s'est fermé des portes de manière, je pense, pas raisonnable. Et aujourd'hui, effectivement, la société est dos au mur, et il faut qu'on fasse avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire les capacités de production d'énergie dites renouvelables, et le nucléaire, les technos nucléaires qu'on maîtrise aujourd'hui à un stade industriel. Donc investir plus dans la recherche, ce serait pas une solution? C'est absolument une solution, mais le truc, ce qu'il faut comprendre, pour la recherche sur des solutions industrielles, il y a de la recherche sociétale, comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, en ville, qu'on n'ait pas besoin de bagnole, ça c'est de la recherche, c'est de la sociologie, c'est de la technique aussi. Mais si on parle effectivement de techno au sens industriel, alors effectivement il faut investir, mais il faut comprendre qu'il n'y aura pas de baguette magique. Il faut qu'on fasse avec les technos qu'on a aujourd'hui. C'est un peu comme si vous deviez faire de la médecine d'urgence, en vous disant, mais oui, mais dans une génération, j'aurai une molécule miracle qui va me permettre de... Non, c'est pas sérieux. On a vraiment de la médecine d'urgence à pratiquer, et il faut faire avec ce qu'on a, sous la main. Question un peu différente, vous avez parlé d'une génération d'à peu près 20 ans sur laquelle on pourrait attendre des résultats. Concrètement, là, dans les 3 à 5 ans que nous donne le GIEC, qu'est-ce qu'on peut demander comme résultat, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il faut comprendre bien qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'urgence. Je disais, on a une génération pour atteindre 0 émission nette de gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui est nécessaire pour ne pas courir le risque de dépasser les 2 degrés de réchauffement. Bon.
réussir à décarboner, c'est ça dont il s'agit, à sortir des énergies fossiles d'ici une génération, eh bien, c'est le lièvre et la tortue. Plus on attend pour démarrer, plus ça devient même pas difficile, impossible. J'ai présenté un petit graphique là, dans la présentation qui montrait les pentes de décroissance des émissions de CO2. Si on veut se mettre sur une trajectoire de zéro émission nette d'ici une génération, il faut qu'on réussisse maintenant à faire décroître les émissions de CO2 mondiales, et en France c'est pareil, de 5% par an. 5% par an. Si on attend 5 ans, c'est 10% par an, 10%, la pente devient plus raide. 10% par an, c'est une vue de l'esprit. 5% par an, c'est déjà un défi historique. 5% par an, je l'ai dit, ça n'est jamais arrivé autrement qu'en temps de guerre ou en temps de récession grave. On a fait 5% par an de décroissance en 2020, pendant l'année du Covid, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Beaucoup de circulation automobile, les vols en avion internationaux sont quasiment arrêtés. Bon, et puis on est sorti de la crise du Covid et on est reparti, si j'ose dire, comme en 40. Pourquoi? Parce que structurellement, il n'y a pas eu ce sevrage. Il n'y a pas eu ce sevrage. Donc c'est vraiment ça, l'urgence. Et l'urgence, les pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour faire considérablement baisser les émissions de CO2, ben, j'en ai donné également un aperçu, c'est la manière dont on se déplace, c'est la manière dont on se nourrit, mais c'est pas tout seul. Ça peut pas être tout seul. Oui, si, on peut arrêter de manger de la viande de bœuf, ou en manger beaucoup moins. Ça a un vrai impact au niveau individuel, il n'y a rien besoin de demander à qui que ce soit. Mais se déplacer au quotidien en ville, par exemple, ou en grande périphérie urbaine, ou entre les deux, en banlieue comme moi, en se passant de la bagnole, vous pouvez le faire, mais vous pouvez pas le faire tout seul à un certain point. C'est-à-dire que c'est un effort collectif, c'est politique, ce sont des investissements. Donc il y a des choses dans les modes de consommation individuels qui peuvent être changés pratiquement du jour au lendemain, mais vous n'allez pas changer le système de transport avec vos petits bras musclés, vous n'allez pas non plus changer le mix électrique du pays. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'on a mis Marianne en couverture de notre bouquin, c'est un effort de paix collectif, concret, immédiat, qui doit être mis en œuvre. Et si vous voulez le détail un petit peu de ce que nous on propose, hein, on n'est pas les seuls à proposer des choses intéressantes, hein, je vous renvoie encore une fois au petit bouquin qu'on a publié l'an dernier, qui résume un peu tout ça, et notamment avec un chapitre sur le système de santé. Okay. Ma dernière question, c'est de façon générale, à titre personnel, comment vous réussissez à rester optimiste par rapport au réchauffement climatique? Et vous aviez parlé dans une interview d'une analogie avec l'adolescence de l'humanité. J'aimerais bien que vous développiez dessus, pour les gens qui ne connaissent pas. Je pense qu'en tant que société, on a 16 ans et demi. Okay. En tant que société développée, technique, ça fait 5 générations qu'on a, allez, si on parle en termes de générations, 6 générations qu'on a commencé à avoir des voitures thermiques. 7, 8 générations qu'on a le train avec la machine à vapeur, tout ça, c'est mon arrière-grand-père. C'est très récent. Donc c'est pas étonnant qu'on fasse des conneries. Et simplement, voilà, il y a des crises d'adolescence, la plupart se terminent bien. Il y en a d'autres qui terminent en tragédie absolue. Voilà, c'est notre choix. C'est notre choix. On a un outil, on jouit d'une abondance qui ne s'est jamais vue dans l'histoire. J'aime pas trop, moi, quand on blâme OK, boomer, etc. Alors, je suis pas un boomer, je suis né juste après, moi, je suis génération X. Je suis né en 74. Mais les boomers, c'est la première génération de l'histoire, la première, qui n'a pas massivement été confrontée, en tout cas en Occident, à la misère. C'est la première. Et c'est dû fondamentalement à l'abondance énergétique dont l'Europe, les États-Unis et une partie de l'Asie ont commencé à bénéficier après la Seconde Guerre mondiale. Bon, tout ça, c'est très récent et c'est normal qu'on fasse. Justement, on a un outil qui nous permet d'aller sur la Lune, qui nous permet de regarder des vidéos de chats à l'autre bout de la planète sans bouger les oreilles ni ses fesses du canapé. Tout ça est extrêmement grisant. Et oui, on fait des bêtises. Bon, mais là, ça y est, ça fait une génération qu'on a commencé à prendre des engagements sur le climat. On commence à voir que le climat change. On commence à voir aussi, on y tient beaucoup, qu'il n'est pas très bon de donner notre destin économique à des potentats qui contrôlent une partie du flux sanguin, le gaz russe, au hasard. Bon, voilà, encore une fois, le diagnostic, il est assez clair. Ne brûle pas, et puis ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Hein. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, etc., etc. On a plein.
c'est la dose qui fait le poison. Ouais, pour prendre Mhm. quelque chose qui devrait être, voilà, je crois que c'est Galien qui a dit ça. Ouais. C'est le moment du passage à l'âge adulte. En tant que société développée, disposant d'outils techniques fabuleux, ah ben, il faut qu'on apprenne à s'en servir. C'est le yin et le yang, tout simplement. Ok. Bah, c'est bon pour moi. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions et merci Monsieur Wezano. Merci à vous.